La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette 15e heure de direct. Nous arrivons en Russie, dans la deuxième plus grande ville de ce pays, qui recense près de 5 millions d'habitants, après Moscou. Elle est située dans le nord-ouest du pays, au fond du golfe de Finlande, dans la mer Baltique. Baptisée Petrograd de 1914 à 1924, ensuite devenue Leningrad jusqu'en 91, nous arrivons à Saint-Pétersbourg, une des plus belles villes d'Europe. Pour en parler, j'ai à mes côtés Nathalie Laurin. Nathalie, bonjour. Vous êtes spécialiste en interculturel, et Kirill Kotikov, vous êtes natif de Saint-Pétersbourg. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également via Skype Monsieur Thibault Fourrière, qui est donc le consul général de France à Saint-Pétersbourg. Bonjour Monsieur le consul. Bonjour. Monsieur le consul, tout de suite, avant de démarrer cette émission, est-ce qu'on pourrait faire ensemble un point sur la présence française ? Oui, bien volontiers. Écoutez, la communauté française à Saint-Pétersbourg est petite, mais elle est stable, jeune et active. Elle est relativement petite puisque vous avez dit qu'à Saint-Pétersbourg, il y a 5 millions d'habitants. La communauté française représente 450 inscrits au registre des Français établis hors de France. Elle est stable. En 2011, il y avait 400 inscrits, 398 en 2012. Elle est stable aussi pour une autre raison, qui est la très grande proportion d'expatriés, c'est-à-dire de Français qui vivent à Saint-Pétersbourg depuis 5 ans ou plus et qui représentent 80% des inscrits. Elle est stable également par la grande proportion de binationaux, de citoyens qui ont la nationalité russe et française et qui sont 42% de la communauté. Elle est jeune. Près de 40% des inscrits, ce sont des Français à Saint-Pétersbourg, ce sont des jeunes, des enfants ou des jeunes de moins de 25 ans. Et à l'inverse, les plus de 60 ans ne représentent que 8% de cette communauté. Elle est jeune également par le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants français qui, du fait des échanges entre universités, passent une année d'études dans des établissements à Saint-Pétersbourg. Ils sont environ une cinquantaine. La présence française, elle est active aussi, cette communauté. 40% des Français travaillent à Saint-Pétersbourg. La présence française, c'est aussi l'école André Malraux, qui est une antenne du lycée français de Moscou et qui accueille les enfants de 3 à 10 ans. Il y a une association de parents d'élèves
qui assure des cours du CNED pour les cours de collège. Il y a également, et c'est la vitrine culturelle française à Saint-Pétersbourg, un institut français qui est extrêmement dynamique, qui propose des cours de français pour le public russe et qui a une programmation culturelle dense et variée. Très bien. Enfin, pour les entreprises françaises qui souhaitent s'implanter à Saint-Pétersbourg, UbiFrance dispose d'un bureau. Parfait. Merci beaucoup, monsieur le consul. Je suis désolée, on est obligé d'être bref parce que l'émission est courte. Si vous souhaitez réintervenir à un moment ou à un autre de l'émission, surtout faites-le nous savoir. Alors, on va tout de suite parler de l'ambiance à Saint-Pétersbourg et on va écouter à ce titre Pauline Narishkina, qui est journaliste là-bas. Bonjour Paris, on est ici à Saint-Pétersbourg, toujours dans un café sympathique avec une très belle vue derrière sur tous les monuments de la ville. Et des endroits comme ça, il y en a pas mal. Parce qu'il faut dire que, pour parler de l'atmosphère qui règne à Saint-Pétersbourg, c'est une ville qui est très accueillante et très chaleureuse, qui est assez adaptée à un rythme assez cool, disons, par rapport à Moscou qui est une ville très speed. Saint-Pétersbourg, c'est comme une grande ville de province où il y a un rythme beaucoup plus posé, beaucoup plus agréable. Et en fait, il y a toute la journée, dans la journée, vous pouvez très bien trouver toujours un endroit sympathique où vous pouvez vous poser, prendre un petit café. Il y a de plus en plus d'endroits comme ça dans la ville. Et le week-end ou en soirée, il y a toujours de quoi faire aussi. Il y a des concerts, il y a des clubs, des boîtes de nuit, toujours des festivals, des choses à faire. Vraiment, c'est une ville qui bouge bien. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est la capitale culturelle aussi. Hein. Il y a quand même 250 musées dans la ville. L'Ermitage, le musée russe où il y a les plus grands chefs-d'œuvre. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et puis, il y a toujours des expositions qui sont organisées, que ce soit au niveau de l'art traditionnel, de l'art classique, de l'art contemporain, de la danse, le cinéma. Enfin bon, il y a vraiment énormément de choses à faire. Vous n'allez pas vous ennuyer à Saint-Pétersbourg. Alors visiblement donc une vie où l'on ne s'ennuie pas. Vous, Kirill, vous y avez vécu étant plus jeune. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord avec Pauline? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est une ville de culture et une ville très jeune avec beaucoup d'universités et beaucoup de choses à faire le soir entre amis. Et par exemple, en été, il y a beaucoup de jeunes qui font de la musique dans la rue. Donc il y a une ambiance assez festive et assez détendue. Comparé à Moscou, effectivement, qui est beaucoup plus glamour et un peu plus speed. Et plus speed. Ouais. Ouais. C'est quoi le rythme de vie à Saint-Pétersbourg? La ville, elle se réveille à quelle heure, par exemple? C'est 9h, 10h, 7h? Un peu comme ici, un peu comme en France. Le rythme de Paris, les Russes déjeunent un peu plus tard, ouais. Mais les heures de travail sont relativement les mêmes, et d'études. D'accord. Alors, c'est à propos d'une ville intellectuelle, c'est Napoléon qui disait que quand Moscou serait le cœur et Kiev les pieds, Saint-Pétersbourg était censé être la tête. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Est-ce qu'effectivement, à Saint-Pétersbourg, on retrouve beaucoup d'intellectuels? Parce que c'est ce que j'ai entendu dire quand j'ai eu de nombreux échanges là-dessus. Saint-Pétersbourg est la ville de l'intelligentsia et la ville des musées, sans aucun doute. Et moi, j'ai envie de donner une référence filmographique pour découvrir Saint-Pétersbourg et pour découvrir cette âme russe, l'Arche russe d'Alexandre Sokourov, qui nous explique l'histoire de la Russie au travers de la visite du musée de l'Ermitage. Parfait. J'ai eu également une conversation avec Pauline, qui vit donc là-bas, et qui m'a parlé de l'absence de sourire social des Russes. Est-ce que c'est une réalité ? Ça peut arriver effectivement qu'on se sente accueilli un peu froidement au premier abord. Et vous souriez, vous êtes un garçon souriant. Ah oui, moi, bien sûr. Non, mais les Russes sont très peu démonstratifs au premier abord quand ils ne connaissent pas quelqu'un. Mais à partir du moment où ils apprennent un minimum à connaître la personne, ils deviennent complètement le contraire. C'est-à-dire ils sont parfois même un peu trop démonstratifs. Et alors que nous, les Français, on va facilement les uns vers les autres, mais on adopte plutôt une attitude constante, sans forcément aller plus loin tout de suite. Les Russes, c'est soit rien au départ, et soit tout très vite. Comment vous expliquez toute la question du caractère russe, où on est en permanence sur les extrêmes. Donc on peut être extrêmement rude, peu souriant ou très chaleureux. Et c'est la charme des Russes, d'ailleurs. Vous avez expliqué que cette absence de sourire social, elle avait une raison.
Oui, c'est vraiment un des fondamentaux de l'âme slave, où sourire comme ça, c'est un signe d'immaturité, c'est pas avoir la conscience que la vie est difficile. Donc on va pas sourire naturellement, en plus à des étrangers, des personnes qu'on ne connaît pas. La vie est difficile pour... La vie est difficile en Russie, le climat peut être difficile, on est toujours dans les extrémités de toute façon. Donc ça donne une intensité à la vie. La vie peut être très joyeuse, mais la vie peut être difficile aussi. D'accord, je crois que monsieur le consul voudrait intervenir. On vous écoute. Oui. Alors, légèrement, d'accord. Comme ça. Monsieur le consul, on vous écoute, vous ne nous entendez Oui. peut-être pas. Je croyais que vous vouliez intervenir, on m'a dit. Oui, exactement. Je suis évidemment d'accord avec ce qui a été dit sur le sourire social, mais je voulais quand même dire que les choses évoluent et Saint-Pétersbourg, c'est une ville qui a été construite comme une fenêtre sur l'Occident, et c'est une ville aussi qui a gardé ce caractère d'ouverture sur l'étranger. Et moi, qui ai eu l'occasion de vivre à Moscou et à Saint-Pétersbourg, je trouve que les choses changent à cet égard et qu'on voit de plus en plus de gens quand même très souriants, très accueillants, y compris pas seulement quand on les connaît et qu'ils vous invitent chez eux, où là, effectivement, ils sont extrêmement chaleureux. Mais même dans la rue, moi, je trouve que les choses évoluent positivement. Donc l'habitant de Saint-Pétersbourg deviendrait plus souriant. Très bien. Merci, monsieur le consul. Alors, les points positifs au quotidien, puisqu'on vient d'évoquer le sourire, on va continuer. La sécurité. La sécurité... elle est très bonne, elle n'est pas très bonne, mais il y a beaucoup moins de problèmes qu'il y a encore quelques années. Maintenant, c'est quasiment une ville européenne où la sécurité est la même que dans n'importe quelle grande ville européenne. Malgré les quelques attentats là, médiatisés qui ont eu lieu par rapport au JO de Sotchi, je pense. Je crois qu'aucune ville n'est à l'abri du risque terroriste. Il n'y a rien eu en plus à Saint-Pétersbourg. Absolument. Et on se sent vraiment très en sécurité dans les rues de Moscou, dans le métro de Moscou aussi. On peut le prendre à n'importe quelle heure. On n'a pas ce sentiment d'insécurité qu'on peut connaître dans d'autres villes. D'accord. Coût de la vie peu élevé, semble-t-il. Ça dépend pourquoi. D'accord. C'est-à-dire que pour tout ce qui est vêtements, électroménagers, des choses comme ça, le prix est sensiblement le même. Peut-être un tout petit peu plus bas. Ce qui est vraiment moins cher, c'est les produits de première nécessité, la nourriture, etc. Ça, c'est vraiment moins cher. On m'a dit que c'était 2 fois moins cher qu'à Moscou, notamment au niveau du logement. Par exemple, on peut trouver... Ça va de 470 € pour un studio jusqu'à 3000 € pour un 5 pièces dans un quartier résidentiel. Ce qui semble être tout à fait abordable par rapport au prix pratiqué à Moscou, je crois. Vous avez jamais rien loué à Saint-Pétersbourg, Nathalie? À Saint-Pétersbourg, mais je crois que, j'ai envie de dire, ça dépend pourquoi et ça dépend pour qui aussi. Cette notion, on est toujours sur une notion d'extrême en fait. Pour des Russes, pour une certaine catégorie de Russes, la vie à Moscou peut être très chère. Bien sûr, pour des Français expatriés, ça sera tout à fait accessible. Et Saint-Pétersbourg est quand même beaucoup moins cher que Moscou, hein? Oui, beaucoup moins cher, pas dans une limite de 50% quand même. D'accord. Monsieur le consul, si vous nous entendez, les frais de scolarité à Saint-Pétersbourg, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût du lycée Malraux? C'est l'école, hein, c'est une école de 3 à 10 ans, et c'est 5 000 €, environ 5 000 € par an. D'accord, si on n'a pas de bourse. Voilà, s'il n'y a pas de bourse. D'accord, merci. On va faire une pause et puis après on va aborder les points un petit peu plus négatifs. Nathalie, Laurent, merci d'avoir été avec nous. On fait une pause.
Nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour l'émission consacrée à Saint-Pétersbourg. Alors, nous accueillons Jean Cusiac. Vous êtes importateur de caviar en Russie, et oui, pour votre marque s'appelle Siberianov. Tout à fait. Voilà. Et toujours Kirill Koutikov, qui est natif de Saint-Pétersbourg, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On va juste revenir un tout petit peu sur le coût de la vie. Vous, Jean, vous habitez à Saint-Pétersbourg. Tout à fait, j'habite à Saint-Pétersbourg depuis maintenant 9 ans. D'accord. Au niveau du coût de la vie, alors qu'est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui s'est dit tout à l'heure ? Moins cher qu'à Moscou. C'est moins cher évidemment qu'à Moscou, puisque les prix à Moscou sont exorbitants. Saint-Pétersbourg est une ville où on peut se loger. Il faut avoir quand même un budget assez conséquent si on veut bien se loger à Saint-Pétersbourg. Vous-même, vous vivez dans quel quartier ? Moi, j'habite dans le nord de Saint-Pétersbourg, dans le quartier Ozerki. Et il y a un quartier français où les Français se réunissent plus qu'un autre ? Non, pas forcément. On trouve un peu plus de Français dans le centre, mais pas forcément. D'accord. Très bien. Alors maintenant, donc on va aborder les points un petit peu négatifs et on va commencer bien entendu par le climat. Alors, Jean, parlez-nous un peu du climat. Bon, on sait qu'il fait froid l'hiver, ça, d'accord. Les températures atteignent... La température la plus basse, c'était moins 37. Moins 37, quand même. 37, c'était il y a 9 ans, voilà. Quand vous êtes arrivé ? Quand je suis arrivé, j'ai eu un baptême. D'accord. Et vous m'avez quand même dit que ce qui est difficile à vivre, c'est le manque de luminosité. Tout à fait, puisque Saint-Pétersbourg est plongé pendant plusieurs mois de l'année dans une obscurité. Donc ça peut jouer sur le moral, puisque... Donc il fait nuit à partir de quelle heure ? Il fait nuit à partir de 5 heures, mais on se lève dans l'obscurité, donc c'est ça qui est un peu embêtant. Et le jour se lève vers les 10 heures Oui, c'est ça, vers 9h30, 10h, donc on est plongé quand même pendant une longue partie de l'année dans l'obscurité. D'accord. Et ça, c'est un peu embêtant. Kirill, vous, par rapport à ce climat, qu'est-ce que vous avez à dire ? En fait, moi je pense qu'effectivement je suis d'accord avec vous, mais ce climat fait entièrement partie de l'esprit de Saint-Pétersbourg. Et par exemple, il a souvent été mis en valeur par beaucoup d'écrivains comme Tolstoï, Pouchkine ou même Gogol par exemple, qui détestaient Saint-Pétersbourg à cause de son climat, qui lui préférait passer tout son temps à Rome. Et en fait, il y a toute une énergie de Saint-Pétersbourg qui plane autour de ce climat et qui la rend un peu fantastique, un peu obscure. Il fait souvent gris, il pleut, les gens se plaignent d'être tout le temps malades. Donc effectivement, on a envie d'aller vivre. Oui, alors je pense qu'il faut tempérer, parce que c'est vrai qu'à partir du printemps, la ville change totalement. Et les Russes aussi, on sent que les Russes changent également. Puisque avec le printemps arrivent donc des jours beaucoup plus longs. On voit des ciels très bleus là, derrière nous, je suppose que ça doit être au printemps. Il peut faire très beau et très chaud. Oui, puis il y a bien entendu les nuits blanches à partir du mois de juin, et là c'est un spectacle magnifique, puisque là à l'inverse, le soleil ne se couche quasiment pas. D'accord. Alors, on a dit aussi, la ville en hiver est sale. Bon, mais ça, c'est sûrement à cause de la neige, la boue, etc. Je pense pas que ça vous choque, vous. Ce qui arrive, en fait, souvent, c'est que les températures ne sont pas forcément toujours très basses. Et il y a toujours une période dans l'année où les températures vacillent entre -1, +1 degré. Et du coup, tout le beau manteau neigeux se transforme en boue et... Il pleut, il neige, du coup c'est pas très propre. Quoi. Alors un conseil d'hygiène que j'ai relevé sur le site, je crois, de la Maison des Français à l'étranger, il ne faut pas boire d'eau du robinet à Saint-Pétersbourg. C'est vrai ? Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit quand j'étais petit. Depuis que je suis petit, ma grand-mère me disait surtout ne bois pas l'eau du robinet. Vous buvez de l'eau du robinet à Saint-Pétersbourg ? J'achète des bouteilles. Donc vous ne buvez pas d'eau du robinet ? Donc je ne bois pas. D'accord, très bien. Malgré tout, l'hygiène est quand même tout à fait... Tout à fait. Bon, maintenant, avec des filtres, les maisons sont équipées de filtres assez efficaces, donc on peut boire, je pense, sans problème de l'eau. Il y avait vraiment que ça à relever, donc santé, ça se... Bon... C'est d'un coût assez élevé, la santé, sur place.
j'imagine, se faire soigner. Effectivement, donc les Français qui souhaiteraient s'expatrier en Russie, ce que je leur préconiserais, c'est de prendre une assurance santé complémentaire. Et de se faire rapatrier en cas d'hospitalisation Pas forcément, puisqu'il y a des hôpitaux, des cliniques privées russes qui ont un excellent niveau. Pour les expatriés. Tout à fait. D'accord, très bien. Alors, on va partir sur un sujet suivant qui concerne les difficultés avec l'administration. Et on va écouter Myriam Truel. Alors, un des problèmes principaux qu'on rencontre en Russie, c'est l'administration. Autant les Russes peuvent être adorables, extrêmement accueillants, autant l'administration est souvent opaque et pas vraiment faite pour faciliter la vie aux personnes. Et on se heurte à deux problèmes. D'abord l'arbitraire et ensuite les queues ou les files d'attente ou les délais d'attente. Les délais d'attente peuvent être très longs et ça peut poser problème aussi bien pour des questions personnelles que professionnelles. Quant à l'arbitraire, j'aurais juste une petite anecdote. Je suis allée pour faire des papiers un jour pour mon futur mari. Dans une première administration, je montre son passeport intérieur qui est l'équivalent de sa carte d'identité et je dis voilà, il faudrait faire tel et tel papier pour ce monsieur. On me dit pas de problème. Quelques jours plus tard, je vais dans une autre administration, je présente son passeport intérieur, donc toujours le même document, en disant voilà, il me faudrait tel papier pour ce monsieur. Et là, on me dit mais mademoiselle, vous savez que je pourrais vous faire arrêter pour être en possession de documents d'autrui. Ce qui m'a finalement plutôt fait rire, sachant que je n'étais pas très très inquiète, mais qui illustre bien l'arbitraire de l'administration en Russie. On peut vous demander des choses et puis finalement ces documents si indispensables peuvent s'avérer complètement inutiles. Alors, il faut savoir que Myriam Truel, après m'avoir envoyé cette vidéo, m'avait envoyé un petit mail en disant quand même, il faut relativiser, il ne faut pas noircir le tableau. J'ai peut-être eu affaire à quelqu'un de l'administration qui n'était pas très coopérant. Kirill, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vidéo? Est-ce que vous avez eu des problèmes ou des difficultés avec l'administration russe? Alors moi, les problèmes que j'ai eus, c'était quand il s'agissait de refaire mon passeport, parce que vu qu'il y a Alors, extérieur ou intérieur? Alors, il fallait que je refasse mon passeport extérieur, mais qui ne pouvait être refait sans mon passeport intérieur, qu'il fallait que je refasse en Russie. Du coup, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a beaucoup de choses très, très inutiles qui peuvent vous être demandées, et de certificat en certificat en certificat, on se rend compte qu'en fait, on aurait tout simplement pu aller voir une autre personne qui aurait réglé le problème beaucoup plus vite. Il faut tomber sur la bonne personne. Il faut tomber sur la bonne personne, et c'est toujours comme ça. Et les Russes eux-mêmes aiment se moquer de leur système administratif qu'ils trouvent parfois très absurde. Jean? Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce que vous avez vécu relativement parfois relativement lourd. Usant, puisqu'on vous demande souvent les mêmes papiers. Lorsque vous renouvelez votre visa, faut représenter le même paquet de documents, donc ça peut parfois être fatigant à la longue. Alors, vous vivez sur place, on a beaucoup parlé de la corruption en Russie. Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que l'État fait un effort pour qu'elle s'amoindrisse? Comment ça se vit au quotidien? Est-ce que c'est vrai? J'ai senti la corruption existe. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée de façon récurrente. Ça m'est arrivé qu'on me demande des bakshish, mais c'est relativement rare. C'est des choses qui existent, mais auxquelles je ne suis pas confronté ou auxquelles je n'ai pas été confronté de façon régulière. D'accord. On va également maintenant aborder un autre sujet qui concerne l'utilité de parler la langue. Et on va tout de suite écouter une vidéo. Alors, en ce qui concerne la pratique de la langue, il faut être conscient qu'il est extrêmement important pour un étranger d'apprendre le russe. Pourquoi? Parce que les Russes sont un peuple qui vont essayer de vous attirer dans leur culture, de vous attirer dans leur collectif. Et si vous voulez les manager, il faut qu'ils sentent que vous faites partie de leur peuple. Évidemment, pour qu'ils sentent que vous faites partie de leur peuple, il faut que vous appreniez leur langue. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est que ça prend du temps parce que les racines de la langue russe sont complètement différentes des racines de la langue française. En plus, la langue russe est une langue très précise, donc il faut connaître beaucoup de mots de vocabulaire.
L'alphabet cyrillique, on l'apprend très vite. La grammaire est compliquée, mais c'est faisable. La difficulté, c'est d'absorber quelque chose comme 800 ou 900 mots de vocabulaire sans pouvoir se raccrocher à une racine. Et finalement, ça prend environ 2 ans, à raison de 4 heures de cours par semaine, étant entendu que pour 1 heure de cours avec une prof, il faut soi-même la digérer pendant 1 heure. Donc en réalité, ça demande à peu près 8 heures de travail par semaine pendant 2 ans pour pouvoir s'exprimer correctement en russe. Alors, Kirill, vous faites des études de traduction, donc franco-russe. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Monsieur Monpetit ? Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai que c'est très important d'apprendre la langue russe. Tout d'abord parce que les Russes sont très fiers de leur langue. Et ils aiment quand ils voient qu'un étranger fait l'effort de parler leur langue. Ça leur montre qu'il veut vraiment s'investir dedans. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que effectivement, le russe paraît très compliqué à première vue, à première écoute quand on. C'est l'alphabet cyrillique qui est un peu rebutant, ouais. Oui, mais l'alphabet cyrillique, en fait, je suis d'accord avec Monsieur Monpetit, il s'apprend très vite. Il y a juste quelques caractères à retenir. Et moi, dans mes études, j'ai vu pas mal de Français qui sont arrivés en première année en sachant dire quelques mots comme bonjour et merci, et qui en 2-3 ans, alors effectivement, ils sont partis en stage à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, mais en 2-3 ans, ils parlaient un russe vraiment parfait. Donc c'est pas impossible. Jean, vous parlez russe. Vous l'avez appris en combien d'années ? Il faut compter environ 2 ans pour apprendre, 2 à 3 ans pour apprendre le russe. Sachant que moi j'avais des bases de polonais, donc ce qui a peut-être facilité un peu les choses. Effectivement, le cyrillique, l'alphabet cyrillique, en l'espace de 6 mois, c'est les rues à Saint-Pétersbourg sont écrites en cyrillique ? En cyrillique et quelques-unes en alphabet latin. Les grands axes, oui. D'accord. Alors justement, moi j'ai une question. Vous qui faites des traductions, quelles sont les subtilités qui peut être difficile de détecter quand on va du russe au français ou l'inverse ? À quel niveau est la difficulté ? Les difficultés qu'on trouve souvent, c'est la différence la différence de richesse de langue. Le russe est une langue très très riche. Plus riche que le français ? Plus riche que le français, avec beaucoup plus de mots pour désigner les mêmes choses en fait. Donc parfois, on peut être en panne de synonymes. Et une grammaire complexe également ? Une grammaire complexe pour les Français qui veulent apprendre cette langue. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Mais bon, comme on vient de le dire, c'est pas impossible. Il suffit de comprendre certaines bases, de se faire un schéma dans sa tête, et ensuite ça vient tout seul. Ils parlent à Saint-Pétersbourg, les gens parlent l'anglais facilement, ou est-ce que il faut vraiment les gens parlent l'anglais, mais lorsque vous avez décidé de vous expatrier en Russie, il est bien évident que les Russes apprécient le fait que vous parliez leur langue. C'est ce qui est la moindre des choses. Et notamment dans les affaires, j'imagine. Notamment dans les affaires, bien sûr. Ce qui va nous faire la transition avec le plateau suivant, puisqu'on va aborder les aspects un petit peu plus économiques de Saint-Pétersbourg. Kirill, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et tout de suite, à ce titre, on va écouter une vidéo de Cédric Etlicher sur les différents types de structures existants en Russie, donc que l'on peut monter quand on veut développer un business là-bas. SARL, SA, EURL, entrepreneur individuel, si on a la carte de résidence. Tous ces schémas existent. Il y a un système fiscal intéressant qui s'appelle le système réduit, où vous pouvez payer 6% d'impôt sur votre chiffre d'affaires jusqu'à 1,5 million d'euros, ce qui permet pour les TPE de n'être ni imposés à la TVA, ni à l'impôt sur les bénéfices, et de comprendre exactement le schéma économique, sachant que 6% part aux impôts et tout le reste est à disposition de la société pour payer ses frais, ses charges et ses salaires. Michel Morand, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Vous êtes directeur de Griffon International, vous avez beaucoup de clients en Russie et votre activité principale, c'est la certification. Tout à fait, ça fait maintenant une 20aine d'années que nous sommes installés en Russie. D'accord. À Saint-Pétersbourg, mais aussi à Moscou. Donc. Parfait. Jean, quel type de structure avez-vous monté dans le cadre de votre activité ? L'équivalent d'une SARL.
donc ça reprend les initiales OOO, donc c'est facilement simple à retenir, sachant qu'en Russie, il y a principalement quatre types de structures qui sont proposées. La SA, alors ZAO ou OAO, et l'entreprise individuelle, l'équivalent d'une EURL, je pense. Oui, c'est ça. Il y a les OAO, les ZAO, c'est des sociétés qui sont ouvertes ou fermées. Ça dépend du nombre si on veut avoir de nouveaux entrants dans la société. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont installées comme bureau de représentation, donc qui ont un bureau de représentation en Russie. D'accord. Nous, on a une OAO, je crois. Et les sociétés françaises qui veulent monter leur business là-bas n'ont pas besoin de faire de joint venture, on peut faire ça tout seul. Alors, bon, il y a plusieurs cas de figure. Vous êtes tout seul, hein. Moi, je l'ai fait toute seule. Certaines entreprises préfèrent avoir des joint ventures. Pour les grands projets industriels, on s'appperçoit qu'il y a de moins en moins de joint ventures et que c'est de plus en plus des sociétés entièrement étrangères pour peut-être pour faciliter l'implantation, surtout quand on implante une usine ou une industrie. C'est-à-dire que si on est PME, bon, on va pas commencer à faire une joint venture, quoi. On peut y aller tout seul et on monte son... Je pense qu'on peut tout à fait y aller tout seul. Il n'y a pas de problème. D'accord. La TVA, est-ce qu'on a quelques ordres d'idées là-dessus ? La TVA est assez simple en Russie. Il y a trois taux, si on veut dire. Il y a 18% pour la plupart des produits et il y a 10% pour les produits alimentaires et pour certains produits destinés aux enfants. Et il peut y avoir des taux de 0% dans certains cas particuliers qui sont très très rares. Donc, voilà. Et dans votre bureau à Saint-Pétersbourg, j'imagine que vous avez des locaux qui travaillent avec vous ? Nous, on a pris l'option d'avoir que des Russes. D'accord. Dans nos bureaux, parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'expatriés pour des questions aussi de coûts. Et en termes de charges sociales, alors justement, parce qu'on parle de coûts ? Les charges sociales ne sont pas très élevées. Elles sont de l'ordre de 34%. 34%. D'accord. Sachant que l'impôt sur le revenu est de l'ordre de 13%. Alors justement, on va tout de suite en parler puisqu'on a une vidéo qui a été réalisée par Lucius Meida, qui est avocat, cabinet Lex International, qui va justement nous parler du taux des taux en Russie en termes de fiscalité. L'imposition en Russie est différente selon le statut du contribuable. S'il est résident, alors il paiera l'impôt généralement au taux de 13%. S'il est non-résident, alors il paiera soit 9%, soit 13%. Maintenant, il peut y avoir certaines majorations dans le cas de revenus reçus en concept de dividendes ou de distribution de bénéfices de diverses sortes de sociétés russes. Et cela est bien complexe. Je pense qu'on pourra passer beaucoup de temps à le revoir en détail. Mais il y a aussi d'autres impôts. Les impôts sur la propriété, aux alentours de 2,5%. Les impôts sur les affaires, les impôts cadastrales, etc., qui sont bien complexes. Et je pense que ça durera au moins une demi-heure d'expliquer même une sommaire de ces impôts-là. On le voit, donc, une fiscalité assez complexe. L'impôt société, il est de combien à peu près ? Il est à peu près de 20%, mais la fiscalité n'est pas si complexe que ça, parce qu'on retrouve à peu près les mêmes impôts qu'on retrouve en Europe. Hein, donc avec... elle dépend du statut. Le visa va impacter naturellement, la fiscalité. Le fait qu'on soit résident ou non résident impacte la fiscalité personnelle. Ce qui n'est pas le cas partout dans tous les pays, quand même. En société individuelle, donc là, le premier niveau de la société, vous allez payer 15% d'impôts. D'accord. Sachant que ces sociétés n'ont pas forcément le droit de récupérer la TVA. Donc, sachant le secteur d'activité où vous vous trouvez, il faut cibler. Oui, c'est ça. C'est pas complexe, mais c'est bien compartimenté, quoi. Tout à fait. D'accord. Alors, il a évoqué le fait d'être résident ou pas. Vous, Jean, vous avez un visa. Un visa de travail. Un visa de travail. Et vous, Michel, quand vous allez là-bas, vous. Moi, j'ai un visa d'une année. D'accord. De travail, de business. Alors, il est question, alors je ne sais pas, il faut peut-être demander à monsieur le consul, qu'on ait bientôt des visas de 3 ans à 5 ans pour le business, mais on attend ça avec impatience, puisque moi je vois mes employés russes, quand ils viennent en France, ils ont automatiquement maintenant des visas de 5 ans sans difficulté.
Mais pour certaines personnes dont on a besoin en Russie, il y a un statut particulier qui est de visa de résident de 3 ans. D'accord. Mais c'est pour certaines catégories de personnel et avec un certain montant de salaire. Qui est de l'ordre de 5 000 €. D'accord. Je pense que monsieur le consul sera peut-être plus à même de parler des visas des Russes pour la France, donc on va peut-être pas lui poser la question. Par contre, alors, il se passe une chose, visiblement, il y a de plus en plus de contrôles. Il semblerait, d'après Valérie Chan, qu'on va écouter tout de suite, qu'il faut quand même faire attention. Et quand on a un visa, il faut pas être il faut avoir des visas. Maintenant, il faut pas être en situation irrégulière. Donc, on va l'écouter tout de suite. On va en savoir plus après. Concernant les éléments auxquels il faut que les sociétés françaises et les sociétés russes accueillant des ressortissants français fassent très attention, c'est le respect des règles en matière fiscale et sociale, puisque depuis 2011, la Fédération de Russie a engagé des contrôles très importants auprès des sociétés demandant des autorisations de travail et n'hésite pas à retirer les autorisations de travail aux entreprises qui n'auraient pas été en règle au niveau des dispositions sociales et fiscales en Russie. Michel, vous avez des clients qui ont été victimes de ce genre de contrôle ? Pas réellement, parce que je pense que ce problème touche principalement, pas tellement les sociétés européennes. Les contrôles s'effectuent surtout pour les anciennes personnes qui venaient des pays du type Ouzbékistan, Tadjikistan, etc., où il y a énormément de contrôles. Là, vous pouvez vous faire arrêter dans la rue, dans le métro, partout. Et je pense que les contrôles portent beaucoup plus sur ces nationalités que sur l'Europe. Vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Vous n'avez pas été contrôlé En l'espace de 9 ans, non. Non, mais à partir du moment où vous respectez les règles, où vos documents sont en règle, il n'y a pas de problème particulier. C'est vrai que à un certain moment, certaines personnes venaient travailler avec des visas business, et ça n'a plus été possible à partir de 2005 ou 2006. Puisque les règles ont changé entre-temps. Mais ça se pratique tout de même encore un petit peu. Il y a eu beaucoup de problèmes à un moment donné avec les visas touristiques. C'est-à-dire que des gens venaient avec des visas touristiques. Oui, et confondaient un peu. Et on les ont utilisés comme visa business. Et ça, ça touchait principalement, je pense, les Norvégiens, les Finlandais et les Suédois. Très bien. Si vous êtes tranquille, le mieux c'est d'avoir un visa de travail, un permis de travail. C'est ce que vous avez. C'est ce que j'ai. Et voilà, ça se passe bien. Ça se passe parfaitement bien. L'administration russe est tout de même assez souple parce que moi, plusieurs fois, j'ai dépassé mon quota, mon visa. Ouais. Donc, je suis arrivé à la douane j'avais une semaine de retard pour le visa et on m'a donné tout de suite un visa sans bakshish. J'ai payé une amende, mais pas de bakshish, rien du tout. Je pense que si on suit bien les règles russes, on n'a pas de problème de ce côté-là. Très bien. Alors, on va évoquer les secteurs porteurs pour que des entreprises françaises qui nous écouteraient et qui auraient envie de monter un business là-bas aient quelques pistes. Alors, dans le désordre, gastronomie, décoration d'intérieur et également tourisme, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est... tout de même, Saint-Pétersbourg est une ville où il y a 5 millions de touristes par an. Donc c'est une grande ville. On dit que c'est la Venise du Nord et elle mérite tout à fait ce nom parce que c'est vraiment une des plus belles villes. Bon, aussi bien alors, en hiver, quand tout est gelé, c'est extraordinaire. On a l'impression de vivre dans un rêve. Alors bon, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait un moment de pluie juste avant ou juste après. Et c'est tout de même fantastique. Alors malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour l'émission, donc j'aimerais que vous nous parliez de l'histoire de Siberianov, de l'importation de caviar en Russie, parce que c'est quand même paradoxal. Donc pendant un certain temps, vous avez importé votre caviar d'Espagne. Tout à fait. Donc, ça a été pourquoi d'Espagne ? Pourquoi l'Espagne ? Tout simplement parce qu'en Russie, pendant de très très longues années, il y a eu une surpêche de l'esturgeon qui a amené quasiment à sa disparition. Et les Russes ont interdit la pêche de l'esturgeon, c'était en 2005. D'accord. À la suite de ça, certaines sociétés russes qui étaient prêtes pour distribuer du caviar, donc du caviar d'élevage, l'ont fait, mais en fait très peu de producteurs étaient prêts à remplir ce rôle. Et en fait, on s'est retrouvé sur le marché russe avec un caviar qui n'était pas de très très bonne qualité.
Et j'ai saisi ma chance en proposant aux Russes un caviar différent qui était beaucoup plus, paradoxalement, qui était beaucoup plus ressemblant. Qui était élevé en mer Caspienne qui était élevé en Espagne en fait, avec un esturgeon de Sibérie, élevé en Espagne, et donc il y avait des caractéristiques parfaites et qui correspondaient exactement à ce que les Russes avaient connu. D'accord, très bien. Alors, donc à un moment, vous n'avez plus pu importer ce caviar d'Espagne à cause d'une interdiction. Et on en vient justement aux réglementations douanières et aux difficultés qu'on peut rencontrer en Russie. Alors la Russie est un pays où il est obligatoire d'avoir une certification à l'entrée, mais c'est aussi valable pour les sociétés russes pour le marché local. Et c'est une chose qu'il faut prendre tout de suite en compte dès le départ. Dès qu'on veut exporter en Russie, il faut être certain de savoir à quel type de certification vos produits sont soumis. Surtout que ça peut se... C'est comme les poupées russes, les matrioshkas. C'est comme les certificats qu'on a demandé à Kirill. Voilà, il y a un certificat, puis on entraînait un autre, puis on entraînait un autre. Mais il y a tout de même quelque chose qui est bien, c'est que les normes russes sont de plus en plus équivalentes aux normes européennes, donc il n'y a plus de difficultés, que maintenant la Russie a adopté un système qui est proche du système européen en termes de certification de conformité, avec un petit problème qui est maintenant, c'est que tous ces documents ne peuvent être émis qu'au nom d'entités juridiques russes. Qui facilite les choses. Ça ne facilite pas les choses pour les importateurs parce qu'il faut qu'ils trouvent une société russe qui accepte. Vous le vivez ça ou pas ? Tout à fait. Et donc moi, je certifie, je certifie pas, mais je travaille avec des organismes de certification russes pour importer d'autres produits, du caviar d'autres pays européens. Voilà. D'accord. Alors malheureusement, on me demande de conclure. Donc, juste un mot. Si vous aviez envie de parler à un entrepreneur français qui aurait envie d'aller à Saint-Pétersbourg, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais que la Russie est un pays accueillant, qu'il faut pas avoir peur de venir en Russie. Il y a beaucoup de stéréotypes qui courent encore, malheureusement. Mais la Russie, des années 70, 80, c'est fini. Il n'y a pas d'insécurité, comme on l'a vu tout à l'heure. Plein de points positifs. Voilà. Donc, c'est un pays qui connaît encore la croissance. Donc les entrepreneurs français sont les bienvenus et ceux qui veulent... Parfait. Continuez l'aventure avec moi aussi. Merci Jean, merci beaucoup Michel. Alors une annonce quand même avant de conclure. Russie21.tv, donc une web TV dédiée aux francophones et aux Français qui souhaitent partir vivre en Russie, sera en ligne à la fin de l'année 2014. On en saura beaucoup plus et on sera peut-être amené à se revoir et à recueillir d'autres témoignages de votre part. Merci infiniment. Merci. On se quitte et vous nous retrouvez pour Tel Aviv à 13h. Merci, au revoir.